Cimetière des gadgets. Jannick Tremblay, vous nous parlez de... C'est pas vraiment un gadget. Ben, c'est la linotype. Oui. Et je sais que vous pensez pas que c'est un gadget. Et on n'avait pas ça dans Néanmoins, nos sous-sols. Non, on n'avait pas ça dans nos sous-sols. Mais quand vous regardez ça fonctionner, cette machine du diable, vous pouvez pas... C'est pas le diable, c'est imprimé. Non, mais vous pouvez pas en venir à une autre conclusion que c'est le plus formidable gadget que vous aurez jamais vu. Non, c'est vrai, parce que c'est en quelque sorte une horloge d'impression. On a étendu la définition du gadget. Pour aujourd'hui, OK. vous me le permettrez. Parce que il y a des mécanismes électriques là-dedans. Il y a du métal fondu. C'est plein de cliquetis partout. Il y a des roues dentelées. Ça permettait donc d'imprimer une ligne de texte sur un bloc de plomb. C'est il y a quelques années de ça, parce que ça fait déjà un bout de temps que c'est disparu. Mais il fallait taper le texte sur un clavier. Ça, c'était le travail du linotypiste. Ça faisait tomber des matrices de cuivre dans un magasin et ces matrices s'assemblaient ensuite en ligne. Et donc, la ligne, ça devenait un moule qui se plaçait devant une chambre de coulée où se trouvait un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine qui était en fusion. Et là, donc, c'était injecté sous pression sur les matrices, je vous le rappelle, qui était le moule. Ça figeait, ça constituait des lignes blocs et qui étaient distribuées aux linotypistes en attente, donc, d'être assemblées à des fins d'impression. Et pendant ce temps-là, les matrices, elles, étaient retournées au magasin et étaient prêtes à être de nouveau utilisées. C'était assez compliqué, merci. C'est une machine, je vous le disais tout à l'heure, là, c'est hallucinant à voir fonctionner. Ça a été inventé aux États-Unis par un immigrant allemand, Morgan Taylor, pas l'autre, pas celui qu'on connaît, mais un autre, qui a révolutionné l'imprimerie et les médias parce qu'avant la linotype, là, il faut savoir que les journaux de partout sur la planète, ils ne pouvaient pas avoir plus que 8 pages parce que c'était trop long à assembler lettre par lettre. Et c'est à l'aide de cette machine-là, donc, qu'on a imprimé les journaux, les magazines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Aujourd'hui, c'est fini, mais il reste d'anciens linotypistes. Et c'est le cas du chef blogueur du Journal de Montréal, Michel Dumais, que vous connaissez, je crois, qui travaillait sur une linotype dans l'imprimerie de son père. On en a parlé ensemble ce matin. Lorsqu'on regarde aujourd'hui une linotype, lorsqu'on ponte ça, par exemple, à nos enfants, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette machine-là? Et il faut dire que c'était, dans son temps, au début du 20e siècle, une machine extrêmement complexe. Lorsqu'on faisait l'entretien sur une linotype, on faisait de la mécanique. Cet outil a complètement changer la productivité dans le domaine de l'impression. À savoir, souvenez-vous, autrefois, ce qu'on avait, c'était des petits caractères que l'on prenait un par un, que l'on mettait dans une case et puis qu'on assemblait. On assemblait des mots ainsi. Or, l'arrivée de la linotype, ça a été une machine qui, avec un clavier, nous permettait donc de taper, de pouvoir composer des phrases rapidement et, en actionnant un levier, eh bien, on pouvait produire des plaques de plomb, ce qu'on appelait des lignes de plomb, et très rapidement construire une page. Donc, l'essor qu'ont connu les grands quotidiens papier, eh bien, c'est dû en grande partie aussi à l'arrivée de la linotype, qui a complètement changé, donc, cette productivité dans le domaine des médias. Ça me manque énormément parce qu'on devait se concentrer. On devait vraiment tout planifier, tout prévoir avant de commencer à travailler. On pouvait et on devait, en quelque sorte, prendre son temps aussi. Parce que c'était trop facile de se tromper et de recommencer. Et pas question pour moi de nier la modernité aujourd'hui, les outils auxquels nous avons accès. Mais un peu comme lorsqu'on parle du livre et on se dit, ouais, c'est bien le livre électronique, mais il y a quelque chose dans le livre papier, il y a ce côté tactile. Eh bien, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, le monde de l'infographie, c'est un monde complètement dévirtualisé. Alors que là, on travaillait avec des outils bien réels et ce n'était pas des pixels, des lignes de pixels, mais bien des lignes de plomb avec lesquelles on travaillait, s'installer au marbre
et puis monter sa page, et puis voir le résultat une fois qu'on mettait ça ensuite dans les presses. Il y avait toujours ce rituel à chaque matin. La première chose, je me dirigeais vers la linotype. Alors, je mettais le courant parce que c'était du courant électrique et on commençait à faire fondre les barres de plomb et d'antimoine. S'il en manquait, on en mettait, on en suspendait de nouvelles. On allait se faire le petit café, on allait voir un peu c'était quoi, les bons de commande pour la journée, les gens arrivaient, on discutait. Il y avait toujours un bonheur, un vrai plaisir à travailler. Je me suis jamais ennuyé. Jamais, jamais, jamais. Alors que des fois, je vous fais une confidence, des fois j'ai l'impression de m'enquiquiner joyeusement face à un écran. Jamais j'ai expérimenté ça face à une linotype. Des odeurs, des gestes, des textures qui n'existent plus. Voilà. C'est vrai que quand on est devant un écran, c'est un peu froid. Puis quand il y avait quelque chose, c'était différent. Moi, je me souviens pas des linotypes, je me souviens des machines avec du papier perforé. Puis ça m'a sauvé la vie une couple d'occasions dans des voyages à l'étranger de savoir comment ces machines marchaient. C'est sûr que l'analogique, en même temps, ça plantera jamais. Non, c'est ça. Est-ce qu'on peut encore en voir, Jannick, des linotypes qui fonctionnent? Dans certains musées, c'est le cas, mais vous vous en doutez bien, avec la révolution informatique qui a suivi, la plupart sont allés à la ferraille. Mais il faut que je vous recommande un documentaire intitulé tout simplement Linotype qui est paru assez récemment. Je crois que c'est 2012, ne serait-ce que pour voir ces machines-là fonctionner, de voir aussi quels étaient les artisans qui s'activaient justement là-dessus. Et on voit vraiment que ce sont des gens de lettres et on en voit quelques-uns qui vont dire, moi ça me revient à l'esprit, là, on en parle, mais qui disait, si votre bouche vous empêche vos mains de travailler, fermez votre bouche. Parce que le vrai travail, ça se fait avec les mains, justement. On va vous mettre un lien sur Twitter de la bande-annonce de ce documentaire-là. Il est sur iTunes et on y apprend des tas de choses, notamment que je vous parlais qu'ils étaient des gens de lettres. Ils corrigeaient parfois les journalistes quand des erreurs se glissaient dans les textes. Ça n'a pas l'air de vous surprendre beaucoup. Ah non, ces gens, c'est classique, là, ça vient du temps où les gens des employés d'imprimerie étaient à peu près les seuls qui savaient lire et écrire. Bien sûr. Mais les linotypistes étaient des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai jamais travaillé dans un journal qui en utilisait encore, mais à l'époque où j'étais jeune journaliste, certains journaux d'après-midi, le Toronto Star entre autres, avait encore pour sa une, est encore fait à la linotype. Et je me souviens dans des breaking news, à des moments où une nouvelle arrive sur le champ, que le journaliste de Toronto Star appelait directement le linotypiste pour qu'il puisse sortir dans la rue tout de suite. Et il pouvait changer la une sur le champ. Sur le champ, et puis plus on mit d'ordinateurs, plus ils ont réussi à ce que on prenne plus de temps entre l'heure de tomber puis le début de la... Merci, c'était intéressant. Vous voyez, je l'ignorais. Merci beaucoup. Merci, Michel. Au revoir.